Dans les précédents épisodes, on a parlé du lancement du MCU, de la création de l'équipe de Marvel, du rachat par Disney et de chacun des films solo de la phase 1. Il est désormais temps de parler de la pièce maîtresse de la phase 1, le premier crossover super-héroïque de cette ampleur, Avengers. L'idée de faire un film Avengers était là depuis la création du Marvel Cinematic Universe. C'est en juillet 2007, quand Iron Man terminait son tournage et l'Incroyable Hulk commençait le sien, que le scénariste Zak Penn, auteur de l'Incroyable Hulk, commença à écrire le premier jet d'Avengers. Il devait aussi collaborer avec les scénaristes et réalisateurs des autres films de la phase 1 pour rendre le tout cohérent. A l'époque, il fut un temps envisagé que le méchant qu'affronteraient les Avengers serait Red Skull, le méchant de Captain America. Mais très vite, il fut plutôt décidé de choisir Loki, le frère de Thor. D'ailleurs, Penn ne croyait pas trop en le succès de Thor au cinéma. Il a donc évité de rendre important le personnage du dieu du tonnerre dans Avengers. Mais d'après lui, après avoir vu que c'était Chris Hemsworth qui était casté, il a repris confiance en ce personnage et a augmenté l'importance de Thor dans le script. Bon, je pense qu'il doit faire un peu de storytelling et qu'il a pris confiance au fur et à mesure de l'avancée de Thor. Voire même peut-être que Kevin Feige ou un autre responsable de Marvel lui a imposé d'augmenter l'importance de Thor. Pour superviser les aspects créatifs du film, parmi ses 3 vice-présidents du développement et de la production, Marvel Studios a choisi Jeremy Lacham, qui avait déjà fait ce taf sur les 2 premiers Iron Man. Dans Avengers, pour la première fois, il est crédité comme producteur exécutif, alors qu'avant il était coproducteur et producteur associé. Pour réaliser le film, semble-t-il qu'au début, c'est Jon Favreau qui avait été envisagé. Celui-ci a envisagé Avengers comme une conclusion à l'arc d'Iron Man dont il a dirigé les 2 premiers opus. Mais le cachet qu'il avait demandé sur Iron Man 2 et les frictions avec Marvel qu'il y a eu lors de la production de ce film font qu'au final, il n'a pas été embauché pour diriger le crossover. Néanmoins, il a semble-t-il été consultant sur le film et est crédité au générique de tous les films Avengers. Louis Leterrier, réalisateur de l'Incroyable Hulk, avait proposé l'idée d'un film en 4 parties, chacun des réalisateurs de la phase 1 réalisant chacun sa partie. Mais ça n'a pas plu à Marvel visiblement. Et à un moment, Marvel a envisagé d'engager Joe Carnahan. Au final, c'est Joss Whedon qui fut choisi pour écrire et diriger le crossover. Il s'agissait à l'époque de son second film, et il est à l'époque surtout célèbre pour ses séries qu'il a créées et showrunnées, et dont il a écrit et réalisé des épisodes. Il a probablement été choisi pour ces séries qui, paraît-il parce que je ne les ai pas vues, contiennent de nombreux personnages sans pour autant que l'un éclipse tous les autres. Parfait pour un film choral comme Avengers, mais aussi pour son humour et son traitement des personnages féminins. Il a commencé à négocier avec Marvel en avril 2010 et a été annoncé officiellement en juillet. Avant que la négociation soit totalement finie, il a fait des réécritures pour le premier Captain America afin de mieux le lier au crossover, et il a commencé à bosser sur le casting d'Avengers. Marvel Studios lui a donné le script qu'avait écrit Zak Penn, et il s'est occupé de l'améliorer. Semble-t-il qu'il n'a pas vraiment trouvé le script bon et l'a repris à zéro. Mais Penn reste tout de même crédité au générique. Marvel Studios savait qu'il voulait de l'humour, qu'à un moment certains héros soient en discorde et qu'à la fin il y ait une gigantesque bataille dans New York. Pour le reste, Whedon avait une quasi carte blanche. Whedon était un gros fan des comics Avengers des années 60 et des relations des personnages dedans. Ça a donc été une de ses sources d'inspiration. Robert Downey Jr., qui était annoncé au casting dès qu'il a signé pour Iron Man 2, est allé parler à Whedon. Downey pensait qu'il fallait mettre en avant Tony Stark, le mettre dans la séquence d'ouverture, que ça soit lui le héros qui va pousser au rassemblement avec les autres, et que le film soit vu de son point de vue. Whedon a essayé de le faire, mais visiblement le résultat n'était pas probant. Ce fut donc abandonné à l'écriture. Whedon, au cours de l'écriture, a également abandonné Ant-Man et la Guêpe, qui y était à l'origine. Car il y avait déjà pas mal de personnages, et parce que, bien qu'Edgar Wright développait Ant-Man depuis 2006, le film était loin d'être fait, et logiquement, il préférait introduire les 2 personnages dans le film de Wright. Apparemment, à la base, Black Widow et Hawkeye apparaissaient beaucoup moins, voire pas du tout dans Avengers, leur présence a grandi suite à l'absence des 2 petits héros. Whedon est célèbre pour sa manie de tuer des personnages, et dans ce film, c'est Coulson qui fut victime de cette malédiction, afin de donner une raison aux Avengers de s'unir. Et pourtant, l'idée de tuer Phil ne vient pas de Whedon, mais de Kevin Feige, le patron de Marvel Studios. Et chez Marvel, ils ont une idée. Pour que les fans soient plus impactés par la mort du personnage, il fallait qu'ils le découvrent un peu mieux. Et ça a coïncidé avec une autre idée qu'ils avaient depuis quelques années. Faire des courts-métrages sur des super-héros moins importants et les diffuser en salle avant les films. Mais l'idée fut abandonnée. Le mélange de ces 2 idées fut de créer 2 courts-métrages centrés sur Coulson et disponibles dans les Blu-ray de Thor et Captain America. Parlons-en vite fait. Si ça ne vous intéresse pas mais que vous préférez vous concentrer sur Avengers, le chapitrage de la vidéo est en description. Ces 2 courts-métrages ont été supervisés chez Marvel Studios par Brad Winderbaum, jeune exécutif de Marvel qui fut l'assistant de Louis Desposito sur Iron Man. Il avait bossé sur les bonus DVD d'Iron Man 2
et a également bossé sur le marketing web. On reparlera de lui dans de prochains épisodes. L'écriture fut confiée à Eric Pearson, dont c'est les premières œuvres pour lesquelles il est crédité sur IMDb. Il faisait partie de l'équipe de jeunes scénaristes développant des films de super-héros moins connus de Marvel. Il a dans un premier temps écrit un court-métrage suivant Coulson au cours de son voyage de la villa de Stark dans Iron Man 2 jusqu'au marteau de Thor atterri sur Terre. Phil s'arrête dans une station-service et lorsqu'il choisit les friandises à acheter, des braqueurs rentrent et il les stoppe. Ce court-métrage est plutôt cool avec une petite scène d'action très classe. Bon, le problème c'est que les scènes d'action ça coûte cher et il y avait peu d'argent pour réaliser ces deux courts-métrages. Du coup pour l'autre court-métrage, il y avait juste les moyens de filmer un dialogue avec des plans fixes. Il fut décidé de lier cet autre court-métrage, Le Consultant, à la scène post-générique de l'incroyable Hulk afin de la rendre plus cohérente avec le reste de la saga. Et je ne vous résumerai pas l'histoire car ça gâcherait tout l'intérêt de voir le film. Dans ce court-métrage, Coulson discute avec l'agent Sitwell, aperçu dans Thor, puis Avengers et qu'on reverra plus tard. C'était donc l'occasion d'installer un peu plus le personnage. Marvel Studios a confié la production de ces deux courts-métrages à The Ebling Group, boîte spécialisée dans la pub, mais qui a aussi créé des génériques de films. Et ils ont été réalisés par Abed Abonamous, un photographe et réalisateur spécialisé dans la publicité, sous le pseudonyme Lithium. Les deux films ont été tournés en une journée et 2 nuits à Palmdale, dans le comté de Los Angeles, puis montés dans les locaux de Marvel Studios comme n'importe quel film du MCU. On retourne à Avengers avec le casting. En juin 2010, c'est Jeremy Renner qui a été engagé par Marvel et Whedon dans le rôle d'Hawkeye. Il avait rencontré Marvel Studios un an plus tôt pour le rôle de Captain America, mais Feige et sa team ne le voyaient pas en Steve Rogers, mais ils pensaient qu'il ferait un bon Hawkeye. Semble-t-il qu'il a signé un contrat de 4 films, sans compter son caméo dans Thor qu'il a tourné pendant un tournage additionnel. Pour préparer son rôle, il s'est entraîné avec des archers participant aux Jeux Olympiques. Le film aurait dû évoquer le passé d'Hawkeye. Semble-t-il qu'on aurait vu un artiste de cirque manipulé et entraîné par des vilains. Mais toute cette backstory fut coupée car le script était déjà assez long. Dans le film, il était aussi envisagé que Stark affronte Hawkeye lorsqu'il est sous influence de Loki, en référence au fait que Barton a été à l'origine dans les comics un ennemi d'Iron Man. Hulk est le premier personnage déjà apparu dans le MCU qui changea d'acteur en ce premier crossover. On va pas revenir sur les mésententes entre son interprète Edward Norton et Marvel, qu'on avait évoqué dans la vidéo sur le film Solo. Des rumeurs évoquaient que Joaquin Phoenix aurait pu interpréter le rôle, mais en juillet 2010, Marvel et Whedon ont engagé Mark Ruffalo pour remplacer Norton. A noter que pour le film L'incroyable Hulk, Ruffalo était le premier choix du réalisateur Louis Leterrier, mais Marvel était pas chaud à l'époque. Ruffalo a signé un deal de 6 films, au même titre par exemple que les deux Chris. Pour l'anecdote, il a semble-t-il signé son contrat à peine quelques heures avant l'annonce officielle du casting à la Comic Con de San Diego. Et comme dans l'incroyable Hulk, la voix du monstre fut faite par Lou Ferrigno, l'interprète du monstre de la série télé. Mais c'est Ruffalo qui a fait la capture de mouvement sur le plateau avec les autres acteurs. Pour le rôle de Maria Hill, quelques actrices ont passé des essais. Au final, le rôle est allé en 2011 à Cobie Smulders, qui a été recommandé à Joss Whedon par Alyson Hannigan, qui a bossé avec Whedon dans Buffy contre les vampires, et avec Smulders dans How I Met Your Mother. Whedon avait déjà songé à la prendre en rôle titre dans son film Wonder Woman, jamais réalisé, qu'il a développé quelques années plus tôt chez Warner. Et d'ailleurs, le mari de Hannigan, Alexis Denisov, qui a également bossé dans Buffy et How I Met, fut casté dans le rôle de The Other, l'extraterrestre qui fait le lien entre Loki et Thanos. En parlant de Thanos, c'est Whedon qui a eu l'idée que Loki devrait être sous les ordres de quelqu'un, et que la scène post-générique devrait introduire Thanos. Et l'idée a séduit Kevin Feige et les autres responsables de Marvel. C'est probablement de là qu'a dû venir l'idée de parler régulièrement des pierres d'infinité après ce film, même si Whedon ne voulait pas de Thanos dans le second opus. Visiblement, dès le début, il savait que s'il pouvait faire un second film, il aimerait le faire avec Ultron. Et en 2018, il a confirmé en interview qu'il ne savait pas trop quoi faire avec Thanos. Mais arrêtons de digresser sur les suites et retournons au premier opus. A l'origine, Whedon ne comptait pas inclure les personnages secondaires des films individuels des personnages. Il faut isoler les héros de leur environnement pour créer l'équipe. Mais Robert Downey Jr. a insisté pour que Pepper Potts apparaisse dans le film, et c'est sous son influence que Whedon l'ajouta au script. Gwyneth Paltrow accepta de faire ce film en dehors de son deal de 3 films, sinon Marvel aurait grillé une cartouche et pris le risque qu'elle puisse refuser de revenir pour Iron Man 3. Il y a également Jarvis qui a rejoint le crossover, mais ça paraît inévitable. On retrouve le Dr Selvig dans le film, mais vu qu'il avait signé pour 5 films, on peut supposer que dès le casting de Thor, Marvel savait que le personnage reviendrait en dehors de la saga asgardienne. Et bien sûr, le méchant de Thor, Loki, est de retour. Parlons vite fait du salaire des acteurs. Tom Hiddleston, pour interpréter Loki, a touché 160 000 $. On monte bien plus haut avec Jeremy Renner, Chris Evans, Chris Hemsworth, qui s'est fait un gros régime hyper protéiné pour pas perdre ses muscles après Thor, et Mark Ruffalo, qui ont chacun touché entre 2 et 3 millions de dollars. Ce qui est une grosse augmentation par rapport au film solo des deux Chris. Scarlett Johansson et Samuel Jackson, plus connus, ont chacun pris entre 4 et 6 millions de dollars. Et Robert Downey Jr., comme sur Iron Man 2, a empoché 10 millions. Vous avez sûrement entendu des chiffres plus gros. C'est parce qu'en plus de ces 10 millions, il a eu le droit à 2,5% des bénéfices du film. On a le casting et le script du film, maintenant, il faut le tourner.
À la base, le film était censé se tourner dans les studios de Manhattan Beach de Raleigh Studios. Mais comme pour Captain America, ils ont préféré aller tourner ailleurs. L'essentiel du tournage a eu lieu au Nouveau-Mexique, état des USA qui fait des gros crédits d'impôt pour les tournages. Ils se sont donc installés dans des studios qui ont entre autres accueilli des tournages d'une des meilleures séries du monde, les studios d'Albuquerque, une ville très sympathique où il fait bon vivre. Yeah, I'd go and visit your mother once in a while. Ok, Brian. Passons à la production. Elle fut supervisée par la productrice Patricia Witcher qui s'était déjà occupée de Thor. L'image est signée par le directeur de photographie Seamus McGarvey. Son but était de faire l'image la plus réaliste possible, notamment en bougeant pas mal les caméras, surtout pendant les combats. Le but était d'immerger le spectateur dans l'action. Contrairement aux précédents films du MCU, dont l'image avait un ratio 2.35/1, donc le ratio des écrans de cinéma, pour Avengers, il a été choisi d'utiliser le ratio 1.77, donc le format d'une télé. Apparemment, c'est pour que les personnes de taille très différentes puissent être sans problème filmées les uns à côté des autres, vu que l'image est plus haute. Peut-être aussi que c'est parce que Whedon a plus l'habitude de composer ses plans en 1.77, vu qu'il vient de la télé. Mais ça, c'est vraiment qu'une supposition de ma part. Pour l'anecdote, il n'a pas filmé qu'avec des caméras numériques de cinéma. Quelques plans de scènes d'action pour lesquels les caméras étaient trop grandes, par exemple pour les mettre dans des voitures, ont été faits à l'appareil photo. Et il y a même 2 plans du film tournés à l'iPhone. Le production designer du film, c'est James Chindland. Une des plus grosses difficultés qu'il a eues était visiblement d'avoir des designs qui soient très cohérents avec les univers des 4 héros principaux. Il s'est tout de même principalement inspiré du travail fait sur les films Iron Man, vu qu'en termes de technologie, c'est de ces films qu'Avengers se rapproche le plus. Le film ayant pour but d'être réaliste, il s'est inspiré autant que possible, pour la tour Stark et l'héliporteur, de technologies existantes. La créatrice des costumes est Alexandra Byrne, qui avait déjà conçu les costumes de Thor. Pour le costume de Captain America, il a été demandé à elle et au département de développement visuel de Marvel Studios de faire un costume bien plus super-héroïque que dans Captain America 1. Bon, du coup, ils sont peut-être allés un peu loin, il y avait peut-être un juste milieu, genre les costumes des films suivants. Les cascades ont été supervisées par R.A. Rondell, qui a notamment dirigé les cascades de Matrix 2 et 3. Les combats ont été chorégraphiés et supervisés par Jonathan Eusebio, qui avait également designé les fights d'Iron Man 2. Et la seconde équipe fut dirigée par John Mahaffey, un expert des grosses batailles qui a notamment largement contribué à l'une des meilleures batailles de l'histoire du cinéma. Si vous voulez en savoir plus sur lui, j'ai fait, il y a longtemps, une vidéo consacrée à ce grand monsieur de l'ombre. Le film a un budget de 220 millions de dollars, c'est donc à l'époque le film le plus cher de la saga. À la mi-avril 2011, quelques plans aériens ont été filmés à New York. Puis le tournage principal commença le 25 avril dans les studios d'Albuquerque sous le nom de code Groupe Hug, câlin collectif. Rapport au fait que le film montre la création d'une équipe, une amitié, une famille, donc câlin. En premier, ils ont tourné les scènes de l'intérieur de l'héliporteur. La présence de l'héliporteur était la volonté de Marvel, mais il fallait le rendre plus réaliste que dans les comics. Ils ont donc travaillé le design pour avoir un héliporteur beaucoup plus aérodynamique. Pour le décor principal où Fury supervise toutes les opérations, l'agencement des divers écrans dans la salle avait pour but de créer la forme de l'aigle du logo du Shield. Avant que Samuel Jackson arrive au Nouveau-Mexique pour tourner ces scènes, il y a eu des changements dans certaines scènes de l'héliporteur. La mise à jour lui a été envoyée via internet pour qu'il l'imprime, et quelqu'un l'a volé et mise en ligne. Des rumeurs ont évoqué que le scénario avait été changé à cause de ça, mais visiblement il n'en est rien, puisque seulement quelques pages ont été diffusées et elles collent à peu près au résultat final du film. Mais par contre, c'est probablement cet événement qui a poussé Marvel à prendre des solutions drastiques pour éviter les fuites. Désormais, quand les acteurs ont le droit de lire le script à l'avance, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est dans une salle fermée, sans téléphone et avec un agent de sécurité. Et sur le tournage, Marvel leur donne tous les jours le script de la journée, et il est détruit le soir même. Il déconne vraiment pas avec les risques de spoil. Comme sur les 2 films Iron Man, Robert Downey Jr. a pas mal improvisé pendant le tournage. Par exemple, le moment où Stark gole un agent qui joue à Galaga est une impro. Du coup, ils ont rajouté l'image du jeu en post-production. Robert Downey Jr., qui aime bien grignoter, avait planqué sur un plateau plein de friandises. Et donc de même, là quand il sort de la bouffe, c'est aussi une impro. À l'extérieur, le pont de l'héliporteur a également été tourné à Albuquerque. En fait, c'est un parking, et autour, il n'y a pas d'eau. Début juin, ils sont allés tourner l'extérieur de la base secrète du Shield et de la NASA qu'on voit au début. En réalité, il s'agit d'un lycée d'Albuquerque. Il y a aussi des scènes de ce décor qui ont été tournées au Convention Center de Albuquerque. Fin juin, ils sont allés dans un marché de la ville pour tourner la rue indienne où on découvre Banner et la scène où il s'est écrasé de l'héliporteur. En studio, lorsqu'ils ont tourné la scène où Hulk fracasse Loki en fin de bataille, Tom Hiddleston devait hurler face à Hulk en ayant une corde attachée à sa jambe qui le tire pour qu'il tombe au moment où Hulk doit l'attaquer. Et pour que la surprise soit visible sur son visage, Hiddleston ne savait pas à quel moment de son speech la corde allait lui fracasser la tronche au sol. Après avoir fini de tourner toutes les scènes de studio et de décors naturels au Nouveau-Mexique, l'équipe d'Avengers partit tourner au Michigan, et non, parce que le Michigan a arrêté ses crédits d'impôt pour les tournages, et du coup Marvel a préféré aller dans l'Ohio, qui avait des crédits d'impôt intéressants.
en Ohio, ils sont allés dans un centre de la NASA près de Cleveland. Il s'agit du plus grand centre de simulation spatiale dans le monde. La chambre à vide, qui est un poil plus grande que celle que j'ai pu utiliser en TP de physique-chimie, a servi de décor pour la salle de la base du Shield et de la NASA, où est étudié le Tesseract, et donc où Loki arrive sur Terre. Et dans un champ à côté du centre de la NASA, ils ont filmé la scène où Thor prend son marteau et se prépare à la bataille finale. Ils sont également allés à Cleveland, qui a servi de doublure à New York, parce que barrer des rues pour faire tout péter à New York c'était compliqué, donc ils ont un peu redécoré quelques grandes rues clevelandaises pour qu'elles aient l'air new-yorkaises. Dans cette scène, les militaires que vous voyez, comme dans les 2 premiers Iron Man, sont de vrais soldats. Par contre, le Pentagone, qui met souvent du matériel et des soldats à disposition des films hollywoodiens, a été moins collaboratif que d'habitude, parce qu'ils ont pas apprécié la manière dont Fury se fout de la hiérarchie, et le fait que ça soit pas très clair si le Shield dépend des États-Unis ou d'organismes internationaux. L'armée américaine voulait donc pas trop associer leur image au film. Depuis Avengers, dès que Tony Stark a le visage caché par son casque, il est joué par un cascadeur. Par exemple, pendant le tournage d'Avengers à Cleveland, Robert Downey Jr. était occupé sur le tournage additionnel de Sherlock Holmes 2. Par contre, même s'il y a pas mal de scènes new-yorkaises qui ont été tournées à Cleveland en août 2011, une bonne partie de la bataille a été tournée un mois plus tôt sur des plateaux fond vert dans les studios d'Albuquerque. Mais revenons dans le présent, ou plutôt en août 2011 à Cleveland. Après avoir utilisé cette ville d'Ohio comme doublure de New York, elle servit comme doublure de Stuttgart. Cette place où a lieu le premier combat entre Loki et le Capitaine, épaulé par la Veuve Noire et Deus Ex Machinisé par Tony Stark, est la place Public Square de Cleveland. Par contre, les plans où on voit Hawkeye buter des gardes et s'introduire, ils l'ont tourné plutôt à Albuquerque. Et à Cleveland, ils ont également tourné d'autres scènes, comme l'introduction de Black Widow. Je ne sais pas quand exactement, mais ils sont également allés en Pennsylvanie pour tourner un bout de la course-poursuite en bagnole entre Maria Hill et Loki dans les tunnels d'une plantation de champignons. Camoulox. Ainsi que dans les locaux de DHL à Wilmington, en Caroline du Nord, qui ont servi pour 2 décors à l'intérieur de l'héliporteur. Et enfin, ils sont vraiment allés à New York, notamment pour tourner la scène de fin à Times Square et pour quelques plans dans le métro. Et c'est ainsi que le tournage s'est fini, le 4 septembre, et que la post-prod a commencé. 1 mois et demi après, Whedon a eu le droit à 2 semaines de vacances, pendant lesquelles il a tourné chez lui, avec des potes, une adaptation de Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare, sortie en 2013. Le film, hein, pas la pièce. Clairement, le mec ne se repose jamais. Ce qui explique peut-être pourquoi il était extrêmement crevé après avoir fait Avengers 2. Passons à la post-prod. Le film fut monté par Jeffrey Ford, qui avait déjà fait Captain America 1, ainsi que Lisa Lasek, qui a pas mal bossé avec Whedon par le passé. La première version du montage durait 3 bonnes heures. Ils ont donc notamment coupé pas mal de scènes montrant l'adaptation de Steve Rogers à notre monde moderne. À l'époque, ils pensaient à réutiliser ces scènes dans Captain America 2, mais finalement, ça ne fut pas le cas. Des scènes avec le conseil ont été retirées. Par exemple, dans une de ces scènes, Fury se battait pour ne pas lâcher Barton, malgré que Loki ait pris le contrôle de son esprit. En parlant d'Hawkeye, il y avait aussi une scène où Barton et Loki discutaient du plan de Fury de créer les Avengers. La bataille finale était également plus longue, et la scène où Banner atterrit sur Terre avant la bataille a été raccourcie. On devait par exemple voir le gardien lui donner une moto pour aller à New York. Le caméo de Stan Lee fut également coupé. Dans la scène originale, Steve discute avec une serveuse et l'éditeur de comics intime à Steve de demander à la serveuse son numéro de GSM avant que le Capitaine aille prendre le métro, puis arrive dans la salle de sport où il est rejoint par Nick Fury. Un nouveau caméo fut tourné dans la scène de célébration où on voit les gens rendre hommage aux Avengers à travers le monde. Pour l'anecdote, les images de cette séquence n'ont pas été créées par l'équipe du film, mais par une boîte de prod nommée Logan, a priori aucun rapport avec Wolverine. Ce montage n'était pas prévu au début, car en effet l'intro et la fin du film ont énormément changé en post-production. Le film devait s'ouvrir avec un flash-forward montrant Maria Hill être interrogée par le conseil à propos de la bataille de New York. Et ensuite, elle racontait l'histoire. On voyait la scène où elle et Fury arrivent dans la base où tout commence, et à la fin elle devait conclure son interrogatoire en disant que si Fury n'avait pas fait tout ça, Manhattan aurait été rayé de la carte. Le film était donc vu de son point de vue. Et ensuite, elle devait rejoindre Fury pour la scène finale que l'on connaît. Le début a été complètement dégagé et simplement remplacé par la scène avec l'autre, le second de Thanos, qui explique vite fait le but de Loki, et à la fin, c'est Fury qui est face au conseil. Et de manière générale, toutes les scènes avec le conseil ont été retournées dans un nouveau décor. Le décor d'origine était censé être directement dans la pièce principale de l'héliporteur, avec une paroi amovible qui se retire automatiquement. La nouvelle salle du conseil est plus éloignée et plus sombre. Probablement que d'autres scènes ou plans ont été retournés ou rajoutés, mais je n'ai pas d'informations là-dessus. On va donc passer aux effets visuels. Ils ont été supervisés par Janek Sears et produits par Susan Pickett, binôme qui s'était déjà occupé des effets d'Iron Man 2. Le principal prestataire sur ce film, c'est ILM, la boîte de George Lucas qui avait déjà fait pas mal de scènes des 2 premiers Iron Man. Ils se sont d'ailleurs occupés de tous les plans de l'armure Iron Man à New York, avec notamment cet effet
où l'armure 6, vue à la fin d'Iron Man 2, est retirée pendant que Tony avance. Pour ça, sur le tournage, ils ont filmé une fois Robert Downey Jr. sans armure et une fois une doublure en armure pour servir de référence lumière. Pour l'armure numéro 7, qu'il porte lors de la bataille de New York, pour la première fois, une armure Iron Man n'a pas été construite en vrai par Legacy Effects. Elle a été créée directement en image de synthèse par ILM. Pour la référence lumière sur le plateau, ils utilisaient d'anciennes armures. Joss Whedon n'aimait pas le fait qu'avec les armures des précédents films, Tony se propulse avec ses mains et ses pieds. Plus précisément, il n'aimait pas cette position que ça lui imposait. Iron Man n'est pas libre de ses mouvements quand il vole. Donc, pour cette nouvelle armure, ils lui ont ajouté un jetpack. Ainsi, il peut faire ce qu'il veut avec ses bras en volant. Dans ce film, le design de Hulk est vraiment basé sur le physique de Mark Ruffalo. D'ailleurs, ils ont commencé par modéliser un double numérique de Ruffalo qui a servi de base pour créer Hulk. Et afin de se rapprocher au maximum de Ruffalo, ils ont scanné le corps de l'acteur sous tous les angles. Ainsi, le moindre pore de la peau d'Hulk est un pore de la peau de Ruffalo. Pour la musculature de Hulk, par contre, ils se sont inspirés du physique du bodybuilder et stripteaser Steve Rom. Et ils ont pas mal galéré sur la teinte de vert du personnage pour qu'il semble réaliste. Du coup, il y a certains plans où ils l'ont mis en premier en gris, puis l'ont verdi petit à petit en s'arrêtant pile quand c'était parfait. ILM s'est également occupé de créer le New York virtuel pour tous les plans sur fond vert ou en full image de synthèse. Pour servir de base à ce New York virtuel, ILM a envoyé 4 photographes qui pendant 8 semaines ont pris des tas de photos panoramiques au sol et en hauteur. À partir de ça, ils ont pu reconstruire les bâtiments et les textures. Pour certains que l'on voit de près, ils ont même construit l'intérieur derrière la fenêtre. Et ils ont également supprimé le haut de la tour MetLife, d'où est prise cette photo. Et à la place, ils ont construit la tour Stark. Donc dans le MCU, à partir d'Avengers, la tour MetLife n'existe pas. Donc bon, c'est dommage qu'on la voit dans certaines séries de Marvel Television. Mais bon, ne digressons pas. Il a aussi été envisagé d'ajouter la tour Oscorp de The Amazing Spider-Man, sorti peu après Avengers, et ce film devait contenir la tour Stark. Comme quoi le deal entre Sony et Marvel n'est pas arrivé d'un seul coup en 2015, les discussions remontent à bien plus loin. Mais ça ne s'est pas fait parce que, officiellement, les rendus de la ville de New York étaient déjà finis au moment du deal, donc c'était plus possible de rajouter la tour Oscorp. Et ILM a aussi créé les Chitauri dans tous les plans. Donc en gros, ils ont fait l'essentiel de la bataille finale, mais ce n'est pas tout. Ils ont aussi créé le modèle 3D de référence de l'héliporteur. En revanche, dans ce décor 3D, ils ont fait que les plans avec Hulk. Les scènes de l'héliporteur ont été partagées avec d'autres studios comme Scanline, une boîte allemande spécialisée dans les effets de fluide, comme l'eau par exemple, qui s'est occupée du décollage de l'héliporteur. Pour la scène où Hawkeye fait péter l'une des turbines de l'héliporteur, c'est Weta Digital, la boîte de Peter Jackson, qui s'en est occupée. Ils se sont occupés également de toutes les scènes avec Iron Man qui n'ont pas été faites par ILM. Donc la réparation de l'héliporteur, le combat entre le Capitaine Tony et Thor, et celui contre Loki en Allemagne. Digital Domain, qui s'était occupé des géants de glace dans Thor, s'est occupé des scènes avec The Over, l'alien qui fait le lien entre Thanos et Loki. Ils ont à la fois créé des décors numériques et amélioré les maquillages et prothèses de l'autre et Thanos, créé par le studio Ironhead. Luma Pictures, qui sur Thor avait créé le Destroyer, s'est occupé des scènes dans la salle des commandes de l'héliporteur. Evil Eye Pictures, qui a aussi bossé sur plusieurs des précédents films, s'est occupé du labo de l'héliporteur. Fuel VFX s'est occupé de l'intérieur de la tour Stark, mais également de la séquence sur la plateforme de la tour où Thor et Loki s'affrontent. Sauf les plans avec armure ou Hulk faites par ILM. Hydraulix, qui avait créé des décors 3D et fait du compositing sur l'incroyable Hulk, s'est occupé des plans à Times Square où Thor et Loki repartent pour Asgard, mais surtout ils se sont occupés de toute l'intro, entre l'apparition de l'hélico de Fury et l'apparition du logo du film, et donc du premier combat et de la course-poursuite avec Loki. Visquitry, qui avait aussi bossé sur les derniers films de Marvel, a fait des extensions numériques de décors par-ci par-là, notamment pour l'introduction de Banner et Romanoff. La boîte allemande Trickster, qui avait taffé sur Captain America, s'est occupée de la salle de l'héliporteur où est enfermé Loki, ainsi que de quelques plans de la bataille de New York. La boîte de design Perception a fait divers designs d'hologrammes et écrans. Et enfin, Cantina Creative s'est occupé de l'effet de HUD de l'armure Iron Man, puisque la boîte qui s'en est occupée pour les deux premiers Iron Man a fermé. Depuis, Cantina Creative s'est occupé de ce type d'effet pour tous les films du MCU ayant ce type de plan. Le générique de fin a été créé par Method Design, qui s'était déjà occupé du générique de Captain America, mais a changé de nom entre les deux films suite au rachat par Method Studios. Et pour la musique, c'est Alan Silverstreet, un immense compositeur, qui a été choisi. Il s'était déjà occupé de Captain America et il a réutilisé quelques thèmes de The First Avenger dans Avengers. Ce qui est cool niveau cohérence musicale, ce qui n'est pas le fort du MCU. Mais bon, ça aurait peut-être été bien aussi de le faire sur les autres personnages. Mais il signe la musique la plus marquante du MCU, et selon moi, l'une des musiques les plus marquantes du cinéma de ce début du 21e siècle. La musique a, comme Captain America, été enregistrée dans les mythiques studios londoniens Abbey Road. Et contrairement à Thor et Captain America, elle n'a pas été éditée par Walt Disney Records mais par Hollywood Records, qui en gros édite les musiques de films du groupe Disney qui collent pas à l'image Disney, ainsi que divers chanteurs et groupes. Marvel Studios a dû rendre sa copie plusieurs fois. En effet, la MPA,
l'association des gros studios hollywoodiens ne voulait pas classer le film en PG-13, donc l'équivalent d'un film tout public en France, ou éventuellement moins 10 à la télé française. Mais en Rated R, donc interdit aux moins de 17 ans non accompagnés aux États-Unis, les films qui ont cette certification sont généralement en moins 12 en France. Et le seul élément trop violent pour du PG-13, c'était la mort de Coulson où on voyait clairement la lame transpercer son torse et un peu de sang couler. Comme le film a coûté très cher, Marvel ne voulait pas se priver d'une partie du public pour si peu. Ils ont donc rendu la scène plus soft, où on ne voit plus la lame percer son torse. Mais bon, que la lance transperce son torse ou pas, ça change pas grand chose. Quand t'es mort, t'es mort. L'avant-première du film a eu lieu le 11 avril 2012 au cinéma El Capitan de Disney sur le Hollywood Boulevard, et la dernière scène fut tournée le lendemain. Quoi ? Dans une impro de Robert Downey Jr., Tony Stark à la fin de la bataille propose aux autres d'aller manger un shawarma. Au passage, Mark Ruffalo aussi a improvisé le moment de cette scène où il réveille Tony en hurlant. Et ils ont finalement décidé de tourner cette scène où il mange les shawarma le lendemain de l'avant-première, sûrement pour des soucis d'emploi du temps pour que tout le monde soit dispo. Mais par contre, c'était un peu short pour inclure la scène après le générique dans pas mal de pays, dont la France. Mais du coup, ils l'ont remis dans l'édition vidéo. Pour les besoins du tournage du film Snowpiercer, qui avait lieu au même moment, Chris Evans s'était fait pousser la barbe. Du coup, ils l'ont caché avec une prothèse. C'est pour ça qu'il ne mange pas et a la main sur le visage, pour cacher autant que possible cette prothèse. Pour l'anecdote, suite à cette scène, la vente de shawarma aurait augmenté à Los Angeles. Il ne nous reste plus qu'à parler des bénéfices du film et de l'avenir de la saga, mais ça on en parlera dans un ultime épisode. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner, à mettre la cloche, à bien vous hydrater, à bien manger, à bien travailler, à faire ce que vous voulez. Oh, je sais pas. Allez, salut!